Bonjour tout le monde. Alors pour commencer, je suis très content d'être là. Comme les personnes qui m'ont précédé, je remercie l'organisation. C'est vraiment impressionnant la qualité de ce qui a pu être mis en place. Donc merci beaucoup pour ça. Et sans plus attendre, je vais commencer ma présentation. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc je m'appelle Nicolas, je suis en thèse à Montpellier, en deuxième année de thèse. Et je suis donc sur 2 laboratoires. Le CEF, qui est un laboratoire d'écologie et qui serait un petit peu l'équivalent montpelliérain de Ecobio ici. Et le LIRM, qui est un laboratoire d'informatique et qui serait un peu l'équivalent du LISTIC ou de LISTIC, je sais pas trop ici. Voilà. Et donc, en particulier pour cette présentation, je vais vous présenter une partie de mes travaux qui sont de l'écologie comportementale, puisque je travaille sur le comportement des mandrilles. C'est des singes qu'on trouve en Afrique et plus précisément au Gabon. En voilà un ici. Et pour coller un petit peu au public que j'ai en face de moi, je vais insister sur un axe particulier qui est comment est-ce qu'on peut faire du deep learning selon la grille de lecture d'un bioinformaticien ou d'une bioinformaticienne. Alors voilà le plan que j'ai choisi. Donc tout d'abord, je vais un petit peu développer cette grille de lecture que je vous propose, pour ensuite l'illustrer avec mes travaux. Donc comment est-ce que, pour comprendre le comportement des mandrilles, je me sers de ces outils de deep learning. Ensuite, pour éviter que ça soit fixé sur un seul sujet, je vais parler de d'autres sujets de recherche qui ont été faits par d'autres personnes et aussi un petit peu par moi. Et ensuite, je conclurai par une petite slide avec quelques ressources pour apprendre le deep learning, puisque tout le monde ne sait pas forcément par quel bout commencer, et ça peut être utile d'avoir ça. Alors, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le deep learning, je ne vais pas rentrer dans des explications théoriques très compliquées. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle mathématique, mais de la même manière que des modèles de régression, par exemple, pour faire des prédictions, avec des entrées et des sorties. Les entrées, ça peut être tout type de données, des données tabulaires, mais aussi des données un peu plus complexes comme des photos ou des images, ou même du texte. Et les sorties, ça peut être des probas, hein. Mais ça peut être aussi, et c'est ce dont je vais vous parler plus tard, des données synthétiques, des images synthétiques, ou encore d'autres choses. Et en fait, au milieu, comme dans n'importe quel modèle, on a des poids à ajuster. La différence étant qu'il y a parfois plusieurs centaines de milliers, voire de millions de poids qui correspondent à ces neurones qui permettent de structurer les réseaux de neurones, qui sont donc l'objet mathématique au cœur du deep learning. Donc ça, je pourrais en parler des heures, mais c'est pas le but de ma présentation. Donc là, je vous ai mis un exemple. En fait, on peut faire du deep learning de plusieurs façons. Là, c'est un exemple en fait qui existe. Hein, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus. Qui est dans le contexte où l'informatique et la biologie sont complètement séparées. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien de faire ça, c'est super utile et ça apporte énormément à plein de questions de recherche. Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est j'ai des collègues qui travaillent avec ce qu'on appelle des caméras trappes, donc des pièges photographiques. C'est-à-dire que dans leur milieu d'études, ils vont avoir des petits appareils photos qui vont se déclencher automatiquement quand il y aura du passage. Et ça va permettre d'avoir des photos d'animaux, des animaux qui passent dans un environnement en particulier. Et donc, ça donne énormément d'images, et ce qui est bien, c'est de pouvoir les classifier automatiquement. Et ça, en fait, avec du deep learning, on sait le faire. Hein, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des outils qui s'améliorent de plus en plus pour faire ça de manière performante. Donc voilà, après on a des photos qui sont automatiquement classées. Donc j'ai mis un exemple là, admettons qu'on soit dans une forêt en France quelque part, et donc par exemple on pourrait avoir un réseau de neurones qui nous classifie des sangliers, des chevreuils et des renards. C'est un exemple que j'ai choisi un peu au hasard, hein. Et ensuite, ces données classifiées, elles pourraient être données à des biologistes qui feraient des analyses stats sur des données d'abondance, par exemple en biologie des populations. Encore une fois, ça pourrait être autre chose. Et ce qu'on voit là, c'est que dans ce pipeline, il y a vraiment une partie informatique et une partie biologique qui sont complètement séparées, qui pourraient être faits complètement séparément, sans discuter entre eux, par des informaticiens et des biologistes. Là même, s'il y avait une personne qui savait faire les deux, elle pourrait faire les deux aussi, mais il n'y aurait pas forcément de lien entre ces deux parties. Je le répète, hein, je ne critique pas du tout cette approche, c'est très utile, mais en tant que bioinformaticien, je pense qu'on a la possibilité d'avoir une analyse qui peut utiliser ce genre d'outils de manière plus poussée et pour mettre nos compétences spécifiques au service de ça.
Alors bon, c'est peut-être un petit peu abstrait comment je l'amène là. Je vais essayer d'illustrer ça avec une partie de mon travail. Ok, alors un peu de contexte. Donc là, vous voyez deux singes. Ces singes-là, donc c'est les mandrilles, Mandrillus sphinx, qui sont donc mon modèle d'étude. Et là, on voit qu'ils sont l'un en face de l'autre. Alors, on ne sait pas vraiment s'ils sont en train de se battre, s'ils sont en train de discuter, s'ils sont en train de sympathiser, on ne sait pas trop. Et c'est donc une des questions en écologie comportementale qui est d'étudier les interactions entre les animaux. Pour ça, pour les mandrilles, donc je travaille avec des chercheurs qui ont mis en place le projet Mandrillus, donc qui est dirigé par une chercheuse de Montpellier qui s'appelle Marie Charpentier, et donc qui étudie un groupe de mandrilles qui est dans une forêt au Gabon. Donc le Gabon, c'est en Afrique de l'Ouest. J'ai mis un petit plan ici pour se repérer. Et donc, c'est un projet qui étudie au sens large les mandrilles, donc plein de choses. Hein, pour acquérir des connaissances dessus, ils peuvent se poser dans la forêt puis regarder un petit peu ce qui se passe. Ils peuvent aussi faire des prélèvements génétiques pour faire des analyses génétiques et génomiques. Et là, c'est la partie qui m'intéresse. Il va aussi y avoir toute une partie qu'on appelle de computer vision, donc c'est la branche de l'informatique qui s'occupe d'étudier des données visuelles. Et pour ce faire, il y a depuis le début de ce projet plus de 33 000 portraits de mandrilles qui ont été pris en photo et annotés, donc avec différentes informations, qui est l'individu en question, des éléments sur son comportement aussi. Et c'est quelque chose qui est en constante augmentation, puisqu'on a des équipes là-bas qui travaillent là-dessus. Ok. Donc, sachant cela, moi, pour mes travaux, je m'intéresse en particulier à l'influence de la féminité et de la masculinité dans le comportement des mandrilles. Je ne vais pas trop détailler là-dessus. Ce que, par contre, je veux parler un peu, c'est que souvent, en écologie comportementale et d'ailleurs dans d'autres disciplines, le souci qu'on a quand on veut étudier l'impact d'une variable explicative sur une variable de réponse, donc ça peut être n'importe quoi. Moi, admettons que ma variable de réponse, ça soit essayer de comprendre un comportement et que la variable explicative, ça soit l'impact, par exemple, de la féminité d'une femelle mandrille sur son attractivité, mais ça pourrait être autre chose dans une autre discipline. Le souci qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des variables cachées, des facteurs de confusion qui peuvent se poser des questions sur quelle variable a vraiment un impact. Et le problème de ces facteurs de confusion, c'est que c'est un peu difficile de les isoler. Parce que parfois il y en a beaucoup, parfois on ne sait pas trop ce que c'est, parfois ils sont un peu liés entre eux, et donc ça pose problème. Alors en statistique, vous le savez sans doute, il y a plein de manières d'essayer de contrôler ça. Et moi pour faire ça, avec du deep learning, j'ai essayé d'avoir une approche un peu innovante, qui est de générer des images synthétiques pour mettre en place des études expérimentales, et que donc dans ces images synthétiques, je puisse contrôler précisément, puisqu'elles seront synthétiques, donc c'est moi qui les aurais fabriquées artificiellement, le sens des variables qui m'intéressent. Et ensuite, on verra plus tard que je pourrais les présenter à des vrais mandrilles pour pouvoir évaluer leurs préférences. Alors là, j'ai mis un petit exemple où je modifie la couleur d'une image. Alors ça, j'ai mis un petit réseau de neurones à côté, mais en fait, ça se fait très bien avec Photoshop. Hein, c'est un exemple purement pédagogique qui permet, donc, avec un ordinateur, je modifie la couleur des images, qui fait que entre mes images, il y a uniquement la couleur qui change. Ça, c'est pas du tout une question scientifique, hein, c'est vraiment un exemple pour comprendre ce qu'on va faire après. Et donc, ça permet d'avoir un début de maîtrise de ces facteurs de confusion. Mais du coup, concrètement, comment on fait ça ? Alors, là, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un type d'architecture de réseau de neurones qu'on appelle les GAN. Donc, les GAN, ça veut dire Generative Adversarial Networks. Donc, générative, parce que c'est des modèles qui sont génératifs, on génère des fausses images. Adversarial, parce que là, hop, vous voyez qu'en fait, mes petits robots, là, c'est deux réseaux de neurones différents. Donc, pour rendre ça un peu plus digeste, j'ai mis des emojis pour éviter d'avoir plein de neurones partout. Mais en fait, on a deux réseaux de neurones différents qui sont adversaires. Et networks, parce que c'est des réseaux de neurones. Ok. Alors, comment ça marche ça ? Donc, on a d'une part deux réseaux de neurones qui sont tous les deux complètement nuls au début. Ils ne savent rien faire. On a le générateur dont le but est de générer des images synthétiques, mais donc au début, avant qu'il s'entraîne, il ne sait pas le faire. Et on a le discriminateur qui, lui, est chargé de dire si les images générées par le générateur, elles sont vraies ou pas. Et donc, pareil, au début, il ne sait pas le faire. Et en fait, pour faire ça, c'est une sorte de mécanisme de coévolution ou de course aux armements,
où ils vont chacun essayer de se tirer vers le haut pour améliorer leur performance. Alors j'ai un petit exemple après. Donc là, au début, le générateur, il va générer un peu n'importe quoi, donc par exemple une image complètement brisée, puisqu'il ne sait pas faire. Et donc pour le discriminateur, même si lui aussi il ne sait rien faire, c'est quand même assez simple de voir que ce n'est pas une vraie image de mandrille, mais que c'est du bruit. Et donc pour lui, c'est très simple de dire que c'est n'importe quoi, le générateur fait n'importe quoi. Et donc ils vont continuer à s'entraîner un peu, ces deux-là. Et le générateur, il va donc faire un peu mieux, et il va générer une image. Alors là, on commence à voir qu'il y a des espèces de formes qui ressemblent à des mandrilles, mais bon, pour le discriminateur, il n'est pas né de la dernière pluie, donc il voit bien que ce n'est pas un mandrill. Alors bon, ça continue un peu, tout ça. Il commence à faire quelque chose qui a l'air de s'approcher d'un mandrill, donc ça c'est après énormément d'itérations, hein. C'est des algorithmes assez costauds. Mais bon, pour le discriminateur, il a un petit doute, mais bon, ça reste... il continue quand même à voir que c'est pas un mandrill. Et donc, au bout d'un moment, au moment où on commence à dire que ça y est, le générateur est prêt, c'est quand le discriminateur n'est plus capable de faire la différence entre une vraie image et une fausse image de mandrill. Et donc là, on voit que l'image générée par le générateur, elle est fausse, le discriminateur croit qu'elle est vraie, notre réseau, il est prêt, et donc le générateur est capable de fabriquer des fausses images. Donc voilà pour un fonctionnement un peu vulgarisé du fonctionnement donc, de ces GAN, qui est donc le type d'architecture que j'utilise. Ok, alors ce qui peut être bien, maintenant qu'on sait générer des images synthétiques, c'est de savoir un petit peu selon quelles variables on peut les modifier. Alors pour ça, j'ai un exemple. Alors ça c'est une vidéo, mais comme ça a l'air d'être un PDF, ça ne va pas marcher, tant pis, on s'en passera. Ok. Voilà, donc là j'ai pris un autre exemple, j'ai pas pris des images de mandrill, j'ai pris des images de chiffres manuscrits. Donc admettons qu'on entraîne un GAN avec ces images de chiffres manuscrits. Quand on va rentrer un petit peu dans les détails mathématiques de la partie générateur, et en fait, on va avoir un espace multidimensionnel où toutes ces images elles vont être placées dans cet espace, et on aura donc des images de chiffres qui correspondent à des vrais chiffres, mais en fait, ça sera continu. C'est-à-dire que, par exemple, on peut regarder en haut à gauche, c'est un peu le coin de l'espace où il y a des 7. En bas à droite, c'est pas du tout des 7, mais comme c'est continu, en fait, entre les deux, ça ressemble plus ou moins à un 7. Et donc, grâce à ça, on peut isoler l'axe, isoler l'axe qui nous intéresse, et qui est donc ici, dans cet exemple un peu facile, à quel point l'image est un 7. Dans le cadre de mon travail, ce qui m'intéresse, par exemple, ça va plutôt être à quel point un mandrill est féminin ou masculin. Ça aurait été un peu plus compliqué à illustrer, donc je ne l'ai pas mis ici. Ok. Et donc, maintenant que je vais faire ça, que je sais faire ça, alors ça c'est encore du travail qui est en cours parce que je vous l'ai présenté, ça a l'air facile comme ça. En fait, le fait qu'il y ait deux réseaux de neurones concurrents, ça rend ça très difficile à converger. Donc il y a tout un travail, notamment d'un point de vue mathématique, quand on travaille avec des données complexes, pour essayer de trouver vraiment la bonne architecture pour être capable de faire en sorte que ça marche. Et c'est là-dessus que je travaille actuellement. Et une fois que tout ça sera prêt, j'irai au Gabon et je présenterai à des vrais mandrills ces images, donc selon les thématiques qui m'intéressent, pour voir leurs préférences. Donc admettons que je présente à un mandrill mâle deux images de femelles, une qui est plutôt très féminine et une autre pas trop, pour voir l'influence de la féminité sur son attractivité. Et après, par exemple, soit en regardant le mouvement de ses yeux, ou beaucoup plus simplement, c'est l'exemple que j'ai mis là, en chronométrant le pourcentage de temps qu'il va passer à regarder sur chacune de ces deux images, je serai capable d'inférer après ses préférences. Alors ça, c'est des travaux que je mets normalement, si mon travail théorique est terminé d'ici là, j'irai mettre ça en place, faire des expériences au Gabon pendant 2 mois, en août et en septembre 2023. Donc ça va venir vite. Ok. Alors là, je vous ai présenté un peu mon travail et la manière que j'ai de faire du deep learning en tant que bioinformaticien. Voilà quelques autres exemples sur lesquels j'ai passé un petit peu plus rapidement. Donc le premier, tout à gauche, c'est le travail d'une collègue qui s'appelle Iseult, qui actuellement travaille à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis. Et elle utilise des algorithmes de transfert de style. Donc c'est aussi du deep learning, mais c'est des architectures un peu différentes.
Le transfert de style, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'était assez connu du grand public, notamment pour des manières de transférer le style d'un artiste, d'un peintre, sur des vraies photos. Typiquement, le style de Van Gogh sur une vraie photo, ça vous parle peut-être de choses que vous avez déjà vues. Et en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'intéresse à l'influence de l'environnement des poissons, donc en particulier ces poissons-là qui s'appellent des darters, sur leur apparence et donc sur les couleurs et les motifs de leurs écailles. Et donc ce qu'elle fait, c'est que dans un premier temps, elle va transférer le style de l'environnement sur des photos de poissons. Et donc sur les mêmes poissons, elle va transférer différents styles d'environnement. Et ensuite, elle va montrer ces photos à des poissons dans les aquariums pour voir s'ils vont avoir des préférences ou pas. Alors ça, on pourrait se dire, c'est un peu tiré par les cheveux, ça n'a jamais marché. Et ben, ces derniers mois, elle a eu des résultats et en fait, ça marche pas mal du tout. Donc il y a un article qui est en préparation. Voilà pour ça. Un deuxième exemple, celui du milieu, c'est un article que j'ai découvert il y a 3-4 semaines. Je l'ai trouvé assez rigolo, donc je voulais vous en parler. Donc c'est un chercheur qui s'appelle Laszlo Talas. Donc lui, je ne le connais pas personnellement. Ce qu'il a fait, alors lui aussi, il a travaillé avec les GAN, comme moi, mais il a eu une approche un peu différente. C'est-à-dire qu'il a pris au pied de la lettre le fait qu'un GAN, ça soit un réseau de neurones qui fasse un petit peu une sorte de coévolution, puisqu'il a voulu simuler la coévolution entre une proie et un prédateur en utilisant ça. Et lui, dans un contexte de questions de recherche qui tournent autour du camouflage. Alors, ce qu'il a fait, c'est que son générateur, son but, c'était de générer une image qui soit une proie et qui se dissimule le plus possible dans son environnement, de manière à ce que le discriminateur, qui soit considéré comme un prédateur, ne soit pas capable de le détecter. Et donc, là-dessus, il a publié un article avec des résultats assez intéressants. Donc l'article, là, l'exemple d'avant, c'est pas encore publié. Là, l'article, il est publié si ça vous intéresse. Donc ça commence par Camogan et c'est un article qui date de 2019. Et le dernier exemple, alors là, je reprends des travaux que j'ai faits précédemment, mais qui ne sont pas du tout liés à ce que je vous ai présenté. C'est des travaux que j'ai faits qui lient à la fois la biologie et l'informatique, mais aussi la psychologie, puisque j'ai travaillé sur la perception de la beauté et de l'esthétique. En fait, il s'avère qu'il y a une architecture de réseaux de neurones qu'on appelle les CNN, donc les réseaux de neurones convolutifs, qui ressemblent un peu dans leur structure à la partie du cerveau, donc le cortex visuel, qui transmet les informations des yeux jusqu'au cerveau, jusqu'à la partie cognitive. Et donc il s'avère que ces réseaux de neurones-là correspondent à la structure du cerveau à ce niveau-là, et que donc on peut les utiliser comme un modèle de cette partie du cerveau. Et grâce à ça, donc là je suis en train de rédiger un article qui est vraiment en toute fin de rédaction. Quand je suis venu ici, j'étais encore en train de le finaliser dans le train. Et on a des résultats assez intéressants qui montrent qu'avec des mesures mathématiques de la beauté, avec toute une théorie après, mais que je ne vais pas développer ici, ça marche très bien de s'en servir comme d'un modèle. Ok, donc voilà pour l'aspect scientifique de ma présentation. Je finis donc par cette slide sur quelques ressources que je vous recommande. En fait, cette slide, elle est issue d'un cours d'introduction au deep learning que je donne à des masters à Montpellier. Si vous avez envie de découvrir ou d'approfondir vos connaissances en deep learning, ça c'est pas mal. Alors il y a 2 bouquins qui sont incontournables. Je vous ai mis à la fois les couvertures en français et en anglais. Le premier s'appelle l'apprentissage profond avec Python, puisque pour faire du deep learning, c'est dans le 99% des cas, c'est en Python, d'un chercheur qui s'appelle François Chollet, qui bosse pour Google. Et il est de 2017, qui est un peu ancien en deep learning, mais il est mis à jour régulièrement. Le deuxième exemple, qui s'appelle l'apprentissage profond, donc celui-là est beaucoup plus théorique. Il a été fait par Ian Goodfellow, qui est le chercheur qui a découvert les GAN au début des années 2010. Donc pareil, un autre super bouquin. Et pour ceux qui préfèrent regarder des vidéos et pas trop lire des livres, il y a 3 chaînes YouTube que je recommande. La première, c'est Fiddle. Ils font à la fois des cours en direct, mais qui sont enregistrés pour partir de zéro en deep learning et après ça, pour monter vraiment en compétences. Donc c'est tous les jeudis après-midi en direct. Donc, la première séance de la saison 2022-2023 a été hier. Il y a une quinzaine de vidéos là-dessus et ça permet vraiment de progresser tout en partant de zéro. Donc je le recommande vivement. Pour ceux qui s'intéressent plutôt à l'aspect mathématique, il y a cette petite pépite pas très connue qui s'appelle DeepMath, que je recommande aussi, qui va plutôt se concentrer sur les aspects mathématiques du deep learning.
Et une dernière, Thibaut Neveu, c'est un mec c'est un Français, mais qui a un G chez Samsung dans leur département aux États-Unis, où ça va être plutôt des overviews sur le deep learning en général. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je suis quasiment à 20 minutes, donc je vous remercie de votre attention et je suis disposé à répondre à vos questions. Du coup, on va pouvoir avoir une petite session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. On vous donnera la parole et après, vous pourrez activer vos micros. Le micro le plus proche, si vous y arrivez, si c'est assez proche. Et pour tous ceux qui sont sur le live aussi, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions pour commencer ? Pas de questions. Du coup, il y a une question là-bas, oui. Mes travaux personnels portent vraiment sur le choix de partenaires sexuels, donc je ne m'intéresse pas aux enfants, mais par contre j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, notamment dans un contexte de sélection de parentèle, donc de kin selection, si le terme passe plus à certains. Effectivement, c'est des choses qui sont aussi étudiées, mais pas par moi. Ouais, là-bas. Est-ce que tu peux allumer ton micro et parler dedans pour qu'on t'entende sur le live ? Ah, oui, alors la question sera répétée. Alors la question qu'on m'a posée pour les gens à distance, c'est est-ce qu'il y a d'autres modèles que les GAN pour faire de la génération d'images ? La réponse est oui. Effectivement, comme ça vient d'être dit, il y a eu énormément d'avancées depuis 1 an et demi avec d'autres types de modèles. En fait, l'intérêt que j'ai d'utiliser les GAN, qui ne sont pas forcément, ça a entre 5 et 10 ans, là, les modèles les plus performants, et moi celui que j'utilise à 2 ans, c'est que c'est une technologie qui est très mature et que je peux vraiment utiliser facilement. Enfin, facilement non, c'est pas facile, mais qui ne va pas trop me freiner, alors que des technologies très récentes me prendraient tout mon temps et je deviendrais plus qu'un informaticien en fait, et j'aurais plus le temps de m'intéresser aux questions biologiques, puisque je passerais tout mon temps à essayer de comprendre et de maîtriser le fonctionnement de ce genre d'architecture. Mais oui, ça existe, et oui, il y a beaucoup d'avancées qui sont sans doute très utiles à l'avenir. On m'entend ? Oui, ok. Bonjour Nicolas, merci pour la présentation. C'était vraiment super pédagogique, super intéressant, donc merci. Moi j'avais une question. Dans ta première partie, tu parlais des caméras trappe et des images et de l'utilisation des images pour étudier le comportement des mandrilles. Du coup, j'avais une question un peu générale. Est-ce qu'il y a aussi l'utilisation de vidéos, de sons, et pas, est-ce qu'on peut étudier le comportement des mandrilles, pas simplement basé sur des images, et peut-être on peut avoir plusieurs échelles d'informations. Je sais que par exemple dans l'étude des oiseaux, ce qui est beaucoup étudié, c'est les chants, et chaque chant a une signification particulière. Donc est-ce que dans les mandrilles, il y a d'autres utilisations pour le comportement que les images ? Merci. Alors c'est des choses qui sont en cours, donc pas par moi. Notamment, alors concernant le son, je sais que c'est très très demandé par les chercheurs qui sont sur place là-bas. Pour l'instant, personne ne le fait parce que dans notre petite équipe de bioinfo, on a d'autres choses à faire. Mais ouais, c'est des volontés qui sont faites. Tu proposais l'exemple des oiseaux. Il y a effectivement beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et en fait, souvent, ce qui m'a un peu surpris quand je me suis intéressé à ça, c'est que les sons vont être utilisés de la manière d'une image, donc avec des spectrogrammes de sons qui vont utiliser comme une image à classifier. Ils ne vont pas directement prendre le son en tant que série temporelle pour l'étudier avec des architectures qui seront dédiées, mais le son est converti en image avec un spectrogramme et ils vont ensuite classifier à partir de ça. Et il y a aussi des chercheurs assez connus en primato qui travaillent sur les chimpanzés, qui essaient de s'intéresser à ça, mais ils ont du mal à trouver des gens pour le faire. Et il y a une autre échelle qui est utilisée, c'est l'échelle des odeurs. Donc notamment Marie Charpentier, la responsable du projet Mandrilus, elle aimerait bien travailler là-dessus. Et pareil, pour l'instant, elle n'a trouvé personne qui pourrait s'occuper de ça. Et les vidéos, oui, après, c'est assez classique. C'est surtout utilisé pour découper des photos, récupérer des photos à partir de vidéos, puisque c'est une manière d'en avoir beaucoup plus facilement. Ouais, j'ai des hypothèses, donc il y a toute une biblio là-dessus. Bon, en fait, ce que l'on sait déjà, c'est que ça soit les humains ou les animaux, sont plus attirés par ce qu'on appelle des prototypes. Donc un prototype dans un contexte comportemental, ça va être la représentation de quelque chose de la manière la plus habituelle. Par exemple, le prototype d'une chaise, ça serait 4 pieds avec un dossier, une chaise assez simple, et une chaise éloignée du prototype, ça serait une chaise avec 3 pieds un peu bancale, un peu bizarre.
Donc, en fait, en attractivité, dans le contexte de l'attractivité et du choix de partenaire, les hypothèses qu'on a et qui ont déjà été montrées par d'autres expériences, c'est que plus une femelle sera féminine, plus un mâle sera masculin, plus il sera attractif. Là où mon travail va apporter une innovation, c'est qu'on a du mal à savoir si on caractérise la féminité par le fait d'être au centre d'un nuage de points de femelles ou par le fait d'être très éloigné du nuage de points des mâles. Et en fait, il y a les deux qui comptent. Les deux ont de l'importance, mais mon travail va permettre de caractériser beaucoup plus finement, en testant plein de configurations possibles, l'impact de ces deux manières de définir la féminité. Sur ces travaux-là, je n'ai pas encore de résultats puisque je n'ai pas encore fait d'expérience. Donc je commence à synthétiser des images qui pour l'instant ne ressemblent pas à grand-chose. C'est pour ça que je disais que je suis dans un travail théorique d'amélioration. Parce qu'il y a une autre limite qui est beaucoup plus concrète, c'est que des photos de mandrilles, si le gars ne va pas forcément générer à une très haute résolution, et s'il est vraiment mandrilles, on veut qu'ils se rendent pas trop compte qu'on les prend pour des idiots, et il faut tout simplement être capable déjà d'améliorer la résolution, idéalement de faire une petite animation 3D pour qu'ils voient un truc qui bouge, et là ça permettra de susciter beaucoup plus l'intérêt du mandrill, et donc ce qui explique pourquoi pour l'instant mes résultats sont largement insuffisants pour être mis en place, et c'est pour ça que je pars dans 6 mois et pas la semaine prochaine. Oui, une petite question. Tu fais un travail qui est à l'interface entre de l'écologie comportementale et de l'analyse d'images. Et du coup, je me demandais quel est ton parcours avant d'arriver en thèse. Tu t'es passé par quelle formation ? Alors, donc j'ai fait un DUT génie biologique. J'étais à Nancy, en Lorraine. Après, j'ai fait une L3. Agronomie agroalimentaire en Alsace, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Ensuite, j'ai commencé à me dire que ça me plairait bien de faire de la bio-info, que j'avais l'impression que l'informatique pouvait apporter à des questions biologiques sans vraiment savoir encore comment. Étant originaire de l'Ouest, j'ai donc candidaté au master bio-info de Nantes et de Rennes. Et alors, pourquoi je suis allé à Nantes ? Quand j'étais en L3, je ne savais pas trop, j'ai candidaté aux deux. Et j'ai envoyé un mail au responsable de Nantes et au responsable de Rennes. Et il n'y a que les responsables de Nantes qui m'ont répondu. J'hésitais à en parler, mais puisqu'on me posait la question. Et donc, j'ai fait mon master à Nantes. Après, j'ai fait un stage plutôt sur les perceptions de la beauté avec mon directeur de thèse actuel, Julien Renoux, à Montpellier. Et ensuite, on s'entendait bien, donc on s'est dit que ça pourrait être chouette de continuer ensemble. Et j'ai poursuivi en thèse sur ce que je viens de vous présenter. Merci pour ta présentation qui était très bien. Quelles sont les ressources informatiques que tu utilises pour faire travailler tes GAN là ? Tu dis que ça prend beaucoup de temps. Est-ce que tu as accès au centre style Janzé, etc. Alors, il y a différentes échelles. Quand je commence à faire des choses simples, je les fais en local. Bon, j'ai un bon PC avec des cartes graphiques et tout ce qu'il faut. Et dès que je veux passer à l'échelle et avoir des choses performantes, j'ai l'échelle du petit cluster de calcul de Montpellier qui me permet quand même de passer à une échelle supérieure. Et effectivement, à terme, je passerai soit par Janzé, soit par un autre cluster GENSI. C'est pas encore défini. Mais oui, effectivement, c'est super d'avoir une infrastructure comme Janzé en France. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus gros cluster du CNRS auquel on a accès en France, qui est situé à Évry. Et en tant que doctorant CNRS, j'ai la possibilité d'y avoir accès. Et effectivement, c'est quelque chose auquel je m'intéresse fortement. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour vos questions aussi. On n'a même pas besoin d'en poser. Donc, merci beaucoup pour l'interaction.